c'est tout nouveau, donc vous êtes les premiers prévenus. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est cher, bien entendu, d'un homme qui m'est tout à fait cher et que tout le monde croit connaître, qui s'appelle Serge Pavlovitch de Diaghilev, un mécène, plus que ça, c'est un personnage qu'on ne sait pas définir. C'est un grand homme en tout cas, puisqu'on a parlé du monde et de l'époque de Diaghilev. Qui n'a pas entendu parler de Diaghilev? Qui n'a pas entendu parler? Personne. C'est certain que tout le monde cultivé connaît son nom, qui est devenu légendaire. Cette légende, c'est tout le monde cultivé connaît bien sûr. Elle est en fait de réalité et de mensonge, et il l'a toujours laissé dire. Laisser faire, ça soigne la publicité, c'est tout ce qui compte. Et il avait pris l'idée de recevoir, de prendre sous sa coupe des gens pour travailler avec lui, et il les faisait bosser. Et tout le monde trouvait que c'était exceptionnel, mais il fallait aussi trouver de l'argent. Alors ça lui était plus difficile, mais il faisait son maximum pour faire travailler les gens qui avaient accepté de travailler avec. Parce que c'est bien beau de dire on va te faire un boulot avec quelqu'un, mais il faut être payé. Et puis quand il n'y a plus de boulot, faut que le maître travaille. Alors Diaghilev a été riche, tout au moins on l'a cru, et il était pendant un petit moment, grâce à la vodka d'ailleurs. Il avait un grand-père qui avait comment on appelle ça? Pardon? Il avait la vodka, il avait le statut, le droit de faire de la vodka dans une région à Perm. La bouilleure de cru. Oui, c'est plus que ça. Bon, enfin bon, vous connaissez. En tout cas, il gagnait beaucoup d'argent avec ça, et c'est comme ça qu'il a pu, que les Russes ont pu exister grâce à l'argent du grand-père. Mais l'argent du grand-père a fait aussi beaucoup de choses. Alors, Diaghilev, qui c'est? Eh bien, oui, c'est le fondateur des ballets russes. Mais les ballets russes, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une compagnie de danse, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, puisqu'elle était fondamentalement différente des autres compagnies, et que l'on a essayé d'imiter, et réussi d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'imitations qui ont été, mais qui n'ont pu exister que sous la dépendance de Serge de Diaghilev. Pourquoi je dis Serge de Diaghilev? On m'a fait remarquer un jour qu'il n'y avait pas de chez les Russes. Mais quand ils venaient en France, par exemple, ils prenaient un passeport. Ça, c'était obligatoire. Et quand ils étaient nobles, eh bien, on leur mettait deux. Et bon, Diaghilev était content, il était de petite noblesse, ça faisait bien, et il fréquentait toute la haute aristocratie française, donc ça lui faisait plaisir. Et puis, mais t'es pas le seul, hein. Tchaïkovski se faisait appeler Monsieur de Tchaïkovski. En fait, c'est pas lui qui se faisait appeler, c'était le service de la douane. Bon, enfin, ça n'a pas d'importance, sauf que Diaghilev, il mettait sur ses cartes de Diaghilev pour être pour faire français. Et faire français modérément, puisqu'il était à la fois russe, et tout ce qu'il a fait, c'est en utilisant des valeurs culturelles russes. Alors, Diaghilev, je le disais, il est célèbre, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a, par son travail. Mais la plupart du temps, je demanderai aux gens, mais pourquoi Diaghilev est célèbre? Les ballets russes, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait bien d'autres choses. Il a commencé d'ailleurs par ne rien faire, ce qui était déjà pas mal, et il a fait beaucoup de musique parce qu'il était dans un milieu où on faisait de la musique. Bien sûr, dans l'aristocratie, on pouvait jouer aux cartes et perdre de l'argent, c'est ce qu'a fait son père, mais le reste de sa famille faisait de la musique, ils avaient leur orchestre, ils avaient tout, et ils étaient des artistes, en quelque sorte. Alors Diaghilev apprend la musique, en dilettante,
Et puis, dans la famille Diaghilev, on ne jouait pas aux cartes, hein. On ne faisait pas des trucs inutiles, on faisait de la poésie, de la musique et tout ce qui était culturel. Alors, il s'y est mis, bien sûr, comme petit gamin. Et puis, son grand-père avait un orchestre. Alors, l'orchestre, on rajoutait tous les gens qui venaient dans la région, venaient faire de la musique, et c'était ce qui l'a formé. Alors, on l'a mis à apprendre, le piano, bien entendu, c'est mieux quand même pour faire de la musique. Et puis, il en faisait avec don, mais pas avec intérêt de travail. C'était pas un bourreau de travail, hein. Encore, nous y reviendrons. Un bourreau de discipline, disons, parce qu'au contraire, il travaillait sans cesse, en faisant semblant de ne pas travailler. Alors, dans la vie de Diaghilev, il y a eu la musique, c'est certain, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses. Il y a eu la poésie, il y a eu la lecture, on disait qu'il ne lisait pas. Tu parles, Charles, il y avait une bibliothèque extraordinaire chez son grand-père, et il passait son temps à écrire des livres et à lire des livres. Mais c'est quelqu'un dont j'aurais la charité de ne pas dire le nom, très célèbre d'ailleurs, dans la culture française, qui dit que Diaghilev ne lisait pas et n'écrivait pas. Bon, comme quoi, hein, l'histoire, ça se remet en question, surtout quand on connaît les gens. Et puis, alors, il s'est intéressé à 10 000 choses. Il s'est intéressé à faire la fête, mais au début, c'était un dilettante. C'était un dilettante, et il a joué dans un orchestre, avec l'orchestre, pardon, de sa famille. Et puis, c'est tout, jusqu'à ce qu'il parte à Saint-Pétersbourg pour faire des études à l'université. Et là, il s'est mis à vouloir travailler pour de bon. Mais alors, ce grand travailleur, ce grand artiste, trouvait rien de mieux que de rentrer à l'université. Alors, à l'université, il fait des études, mais travaillait pas avec suffisamment d'application, parce que je crois qu'il a mis 3 fois le temps qu'il fallait pour faire ses études. Il préférait faire de la musique, aller au théâtre et faire des choses comme ça. Alors petit à petit, il s'est formé et il est devenu une personnalité très importante. Il adorait tout ce qui était poésie, surtout Pouchkine, et qui était qui est toujours d'ailleurs le grand poète russe. Et il absorbait gloutonnement tout ce qu'il entendait et vouait un culte particulier à Tchaïkovski et à Pouchkine. Mais il travaillait, je répète, en dilettante. Ce qui ne l'empêchait pas de constamment apprendre des choses nouvelles, jouer de la musique. Et alors, du piano avec d'autres amis. Et un jour, il a voulu quand même discipliner ses connaissances et faire du travail plus précis. Alors il est rentré au conservatoire et il a étudié la musique. Il a étudié le chant aussi. Il croyait qu'il avait, paraît-il, une belle voix, disent certains de ses amis, mais sans doute pas très discipliné. Et il a commencé à apprendre le chant avec un baryton réputé italien qui s'appelait Cottoni, et ce baryton lui a donné la possibilité de travailler sa voix. Mais un jour, il a voulu faire un concert pour demander à ses amis ce qu'il en pensait, et ils lui ont répondu charitablement qu'il ferait mieux de faire autre chose. Comme il apprend la composition, et Rimsky-Korsakov, qui était le directeur du conservatoire à l'époque, lui dit écoutez, vaut mieux changer de métier, hein. Il y a des gens qui sont plus faits pour faire de la musique que vous. Alors il prend la chose en peine et puis il dit bon, eh bien, je me rattraperai, on verra lequel de nous deux sera le plus célèbre, si c'est Rimsky-Korsakov ou si ce sera moi. Et effectivement, en 1909, 1907, pardon, quand il a organisé des concerts de musique classique, bien entendu, 5
oui, concerts, grands concerts de musique, d'opéra et de tout, eh bien, il a fait jouer son ancien maître, histoire de se rattraper. Mais bon, il jouait comme ça avec des amis, il rentre dans un petit groupe quand il est à l'université, s'occupant très moyennement du programme de l'université, mais s'occupant beaucoup plus du programme des théâtres et des formations d'opéra qu'il y avait. Alors, il joue il organise des concerts qui vont faire venir, intéresser beaucoup de gens très importants, mais toujours en amateur. Petit à petit, cet amateur qui n'aime pas faire grand-chose, que ce qui lui plaît, eh bien, il est quand même très doué et il prend tout à coup la portée de ce qu'il aurait la possibilité de faire. Alors, il va organiser des petits concerts, des petites expositions, et jusqu'au jour où il va prendre le contexte d'un seul coup. Alors qu'il fait tout en amateur, eh bien, un jour, il décide qu'il va devenir un professionnel, et il va devenir un grand professionnel en une série de bons. Il va apprendre, lui qui vit avec un groupe de peintres, il y a tous les gens qui vont faire comment ça s'appelle, les ballets russes, ce sont des gens qui sont peintres, Bax, qui est le plus célèbre bien sûr, Benoît et tant d'autres, et lui qui passait pardonnez-moi l'expression, pour un couillon, et bien tout à coup ça devient un maître, et il devient le maître absolu dans toute l'histoire de la critique russe, et il va se lancer même dans l'histoire des peintres du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, alors que quelques mois auparavant, on disait mais bon, elle est bien gentille, mais enfin bon, parlons pas plus. Alors, il mélange toujours la musique, la peinture, la littérature, et il fait son petit bonhomme de chemin. Et il se met à collectionner des peintures. C'est une décision qu'il prend. Il collectionne des peintures, il vient faire un grand tour en Occident, où il achète des impressionnistes, etc. Et il décide qu'il va faire un musée de la peinture russe. Mais c'est un musée de la peinture impressionniste ou moderne. Les grands noms vous diraient tout, mais et à un moment, il décide d'aller plus loin. Et il va organiser des expositions de peinture. Et c'est là qu'il organise, pendant 7 ans de suite, des grandes expositions de peinture dans des impressionnistes, des néo-impressionnistes, etc., des fauves, et avec toujours un égal succès. Et ce succès, eh bien, va lui donner l'idée de faire un jour une très grande exposition sur deux siècles d'art russe. C'est beaucoup quand même pour la Russie, parce que 2 siècles, on est au 19e siècle, ça fait remonter au 17e. Alors il réunit une collection, tenez-vous bien, de 5000 portraits de Russes. Mais c'est en 1905, hélas, et en 1905, il y a la première révolution russe, et beaucoup de peintures dans les châteaux vont être détruites ou brûlées. Oh, pas beaucoup, pas des milliers, pas des centaines, mais un certain nombre vont être détruits et vont disparaître. Mais lui, il a réussi ce projet qui est tellement extraordinaire qu'il a le soutien de l'empereur, alors que pour l'instant, la cour s'est quand même préservée, ne le soutenait pas beaucoup. Et il fait ce grand projet, et il dit, bon, maintenant, je ne peux pas faire mieux en Russie, maintenant, il faut aller en Occident, et il se décide à venir à Paris. Alors là, il va organiser cette première exposition de 2 siècles d'art russe, peinture moderne. Mais il ne met pas une peinture qu'on appelle un peu socialiste, qui est les ambulants, c'est des peintures philosophiques, c'est sur les pauvres travailleurs, c'est pas des thèmes
très léger. Donc il continue il fait tout sauf ça. Il fera 2 siècles d'icônes. On n'avait jamais présenté une exposition d'icônes à Paris. Et alors ça, donc ça se réalise fermement au Salon d'automne de 2006, où il va présenter toute une collection d'art russe. Pas seulement la peinture, pas seulement les icônes, mais la sculpture, tout ça, ça remporte un succès extraordinaire, et il en profite pour tâter le terrain. Il se dit, bon, on leur a prévenu, on leur a montré la peinture russe, et bien maintenant, on va montrer autre chose, d'autres formes. Les icônes, la peinture, la sculpture, toute la peinture. Vous n'êtes pas allé, je suppose, à Saint-Pétersbourg voir le musée d'art russe. C'est le musée d'art russe, c'est le développement de cette exposition où il y a les galeries, justement, Miriskustva, comme il l'appelait. Alors, bon, Diaghilev a d'abord commencé, je vais revenir un petit peu en arrière, il a été d'abord marqué par la musique. La musique a été sa vie. Il en a vécu comment dirais-je, en autodidacte. Il a bien appris avec un professeur, mais il s'en occupait un peu. Il faisait surtout ce qui lui plaisait. Alors un jour, le pauvre Diaghilev a un problème, c'est que son père et sa mère, sa belle-mère surtout, qui avait un groupe d'artistes, faisaient des soirées musicales. Et elle avait comme pianiste répétiteur un pianiste dont le nom aura un certain nom, puisque c'est Moussorgsky, rien que ça. Mais le père de Diaghilev joue au jeu, et il fait tellement de dettes que son père dit « D'accord, je paie les dettes, mais vous rentrez à Perm, et plus question de venir faire la foire à Saint-Pétersbourg et de dépenser des fortunes colossales. » Alors c'est comme ça que la situation des Diaghilev va trouver à Perm. Et à Perm, il y a un festival à l'heure actuelle, le festival Diaghilev, mais ce festival, il y avait trois bricoles quand il était jeune. C'est la ville qui honore celui qui a habité chez elle pendant 10 ans, mais il n'y avait rien de particulier. Maintenant, c'est un grand... mais Perm est sans doute une grande ville, puisque pendant la Révolution, elle a été une capitale de l'Union soviétique, une capitale pour Lénine. Alors c'est maintenant une grande ville avec un grand festival. Donc, quand il va s'intéresser à la peinture, et là, la peinture, il ne retirera pas son goût pour la musique. Il continuera à en jouer avec un de ses amis. Alors, il organise des expositions à Saint-Pétersbourg, il organise des expositions à Moscou et dans différents endroits, mais toujours en autodidacte. Mais il décide et il dit il faut faire connaître aux Français qui ne connaissent rien de la Russe. Et alors c'est là qu'il organise une campagne, une croisade pour la Russe, et toute sa vie sera après basée sur la connaissance de faire connaître la Russe aux Français. Alors ça marche bien parce que à l'époque, il y a les relations franco-russes. Les relations franco-russes, tout ce qui est à la Russie, c'est un grand enthousiasme pour les Français et vice-versa. Donc tout se passe bien et il aura toutes les aides qu'il faut. Et il va faire... Pardon. J'ai cru qu'on me posait une question. Il va faire travailler des tas d'artistes, mais tout ce qui va être la peinture moderne russe va travailler avec Diaghilev. Il va aussi faire une autre expérience, qui sera une expérience pas extraordinaire pour lui,
puisque en un moment on s'aperçoit que c'est la décadence aussi là-bas, c'est la décadence surtout au point de vue du goût. Quand, les théâtres, ça marcherait bien, hein, les ballets russes, les ballets russes c'est lui qui les invente. Avant c'est des ballets russes, mais c'est pas les ballets russes avec un B majuscule et un majuscule. Alors il y a de très beaux ballets, il y a Petit Pas, notre chorégraphe français qui fait des merveilles, mais qui commence aussi à fatiguer un petit peu le jeune public qui voudrait voir autre chose. Alors comme il s'est intéressé beaucoup à la peinture, eh bien il va utiliser la peinture pour changer l'art théâtral. Et ainsi, ce ne sera plus les décors à l'ancienne, les décors en trompe-l'œil, avec des demi-tons, des trucs comme ça. C'est des couleurs qui crachent, qui pètent, et on invente ainsi le style qu'on appellera le style ballet russe. Ce Diaghilev va se trouver quelqu'un qui va être nommé à la direction du théâtre, des théâtres impériaux, et qui lui donne sa chance. Qui lui donne sa chance avec ses amis, c'est de travailler dans l'esprit ballet russe, c'est-à-dire de l'esprit de la couleur, des grosses taches de couleur. Alors tout va bien, et ils vont monter une nouvelle création d'un ballet, mais voilà, il y a l'arrière-garde qui n'est pas contente. Et Diaghilev fait des jaloux. Et bon, c'est un peu comme partout. Et puis, il va y avoir une cabale pour empêcher ce qu'il a voulu faire. Ça va amener très loin. Le prince Volkonsky, qui l'a nommé responsable des nouveaux décors, et ben, lui demande, lui dit d'arrêter parce que on se met après lui. Et puis alors Diaghilev est très vexé, il est fier, il est orgueilleux un peu, ça ne peut pas faire de mal, et il fait une rupture terrible avec l'opéra, donc il va se faire un ennemi juré, et c'est ce qui va condamner, disons, les projets qu'il aurait pu mener après dans les milieux théâtraux avec d'autres princes. Le tsar lui-même s'est mis de la partie. Il n'a pas osé condamner Volkonsky, qui était le prince nommé, parce que c'était très militaire, hein, la direction des théâtres, c'était des généraux qui dirigeaient, c'était pas les grands artistes ou des artistes provocateurs, c'était des généraux et c'était très discipliné. Alors Diaghilev va faire toute une histoire avec la direction des théâtres, et on va tout simplement le virer. Et comme il n'a pas été très aimable, il était un peu provocateur, eh bien on le destitue sans chômage, c'est pas le terme qu'il faut, qu'il se débrouille tout seul. Ça va être une chance pour lui. Parce que comme il voit que son avenir est fermé du côté des théâtres impériaux, eh bien, il se décide à mener ses ballets, sa campagne. C'est comme ça que vont naître les ballets russes. Alors, au début, il décide de faire une nouvelle forme de ballet, et c'est avec 3 personnes. Comment s'appelle-t-il ? Il est tellement célèbre que j'ai honte d'avoir une hésitation. Benoît, depuis tout gosse, a l'idée de faire un ballet. C'est quand même pas une chose extraordinaire chez les Russes. Hein. Chez nous, c'est un peu plus original, mais tout le monde voulait faire des ballets. Alors, c'était le cas de Benoît, mais il n'avait pas l'idée. Alors, c'est un autre, c'est Fokine, qui lui donnera l'idée de faire un ballet. Et un musicien, un jeune compositeur de leurs amis, et parents d'ailleurs, qui va composer une musique, et ce sera la première musique qui servira pour les ballets russes.
Cette musique, eh bien, ils en feront quelque chose de très moderne, et ça, nous en reparlerons. Alors, Diaghilev a démissionné donc des théâtres impériaux. Il voit son avenir bouché. Ben, il se dit, ben, il ne me reste qu'une chose. Eh bien, allons conquérir Paris. Le succès répété des expositions de peinture qu'il avait organisées à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et surtout le triomphe de la dernière, lui fit penser qu'il était temps pour lui de conquérir le monde, en commençant par Paris, qu'il considérait alors, comme beaucoup d'artistes et d'intellectuels, comme la capitale culturelle du monde. L'alliance franco-russe était alors à son zénith, et Paris avait alors les yeux de Chimène pour tout ce qui venait de Russie. La visite de Nicolas II 10 ans auparavant avait été un triomphe hystérique, et l'emprunt russe appâtait les esprits vénaux. En 2 mots, rien n'était ménagé, tant au point de vue politique que culturel, pour unir ces 2 pays. Pour Diaghilev, Paris était la ville élue, rappelle Boris Kokno, le berceau et le couronnement de son entreprise artistique. Il eut donc pour lui, pour but premier, de réduire la capitale du monde connu, creuset de création par excellence, cité des audaces et des avant-gardes, point de réunion d'un public brillant et insaisissable comme le mercure aussi prompt à l'enthousiasme qu'à la lassitude. Mais la modernité de Paris va être très vite dépassée par les avant-gardes qui sont à l'origine non pas quelque chose de moderne, mais quelque chose d'un peu révolutionnaire. Mais lui, Diaghilev, lui, va ne jamais être tout à fait révolutionnaire. Il va faire croire aux bourgeois qu'il est révolutionnaire, et en fin de compte, il va toujours rester dans la tradition. Même si quelquefois il fait un petit clin d'œil. Paraître et être apprécié à Paris nous semblait être le comble de la félicité et une consécration définitive, dira Alexandre Benoît. Alors, est-ce que vous connaissez Benoît, vous avez entendu parler, vous connaissez sans doute plus son cousin germain, parce que les Benoît, c'est toute une famille de Français qui sont partis au XVIIIe siècle en Russie, au moment de la Révolution bien entendu, et qui se sont installés là-bas. Et les Benoît, c'est une centaine d'artistes qui se sont installés en Russie. Et l'un qui est très connu, et maintenant que je pensais à lui, j'oublie son nom, cet Anglais qui jouait Hercule Poirot, ça vous dit quelque chose? Oui, et ben voilà, c'était l'un des Benoît. À l'heure actuelle, il y a encore un des Benoît qui est là, à 93 ans, et qui a l'Alzheimer, qui ne sera donc pas un héritier de la tradition des Benoît, mais au moins, je dis, une centaine à Saint-Pétersbourg d'artistes de cette famille. Les premiers étaient partis comme pâtissiers. Vous me direz, c'est une forme d'art. Hein. Ils avaient accompagné le duc de Montmorency, mais ils ne se sont pas entendus, et eux, chacun a fait son commerce à Saint-Pétersbourg, qui à l'époque badait sur tout ce qui venait de français. L'impératrice Élisabeth avait une passion pour tout ce qui était français. Il faut dire qu'elle avait même eu une passion pour Louis XV qu'elle n'a pas eu le droit d'épouser. C'est dommage, ça aurait été une grande aventure hein, si Louis XV avait épousé l'impératrice Élisabeth, mais bon, il y a eu des impossibilités et il n'y a pas eu de mariage franco-russe. Ils ont essayé après avec M. Bonaparte et la famille impériale a bien voulu une alliance avec la France impériale, mais pas avec l'empereur. Bon, c'est leur... Alors, Diaghilev, il vient vivre à Paris. On peut dire qu'à partir du moment où Diaghilev va commencer à ne plus travailler sur Saint-Pétersbourg, il va s'installer et ne vivre qu'à Paris, même si au bout de quelques mois, il va à Monte-Carlo, parce que Monte-Carlo lui a donné la possibilité de vivre
en lui payant, enfin c'est les, comment ça s'appelle, la société des chemins de mer qui le finance. Et il va comme ça pouvoir avoir une compagnie et pouvoir faire développer ces ballets qui à l'époque ne sont pas que des ballets. Je le répète, Diaghilev va s'intéresser au ballet, mais avant tout, il s'est intéressé à la musique, à la peinture, à l'opéra, et ces saisons russes sont des mélanges de tout ça. Ce n'est qu'en 1909 qu'il va prendre la conscience que le ballet est une chose qui intéresse particulièrement les Français. Je vais y revenir. Alors je le répète, hein, ce que veut faire Diaghilev, c'est une croisade pour la Russe. Tout ce qu'il va faire, c'est de faire connaître la Russe aux Français et dans toutes les disciplines. Alors, pour les Français, la Russe, eh ben, c'était les premiers ballets, c'était comment dirais-je, c'était des combats, attention, danser, hein, c'était des danses poloviennes, c'était pas des danses comme faisait Monsieur Petipa, avec beaucoup de genres, d'ailleurs ces ballets-là, qui sont d'origine française, ne vont pas venir et intéresser les ballets russes. En adaptant Paris comme champ de bataille principal, Diaghilev avait suivi son goût et il partageait avec les gens de son milieu cet amour pour la culture française qui est inné dans notre aristocratie et développé encore par l'éducation. Sans doute entra-t-il aussi dans le choix de cette ville un élément de calcul, car Serge Pavlovitch combinait tout aussi avec une stratégie de joueur d'échecs et prévoyait le contre-coup de chaque décision. Quand il décidait quelque chose qui allait choquer, il savait les conséquences que ça allait causer et profitait de ces conséquences pour justement en profiter et bousculer les habitudes. Subjugué par la ville lumière, Diaghilev décida d'en faire le centre de ses activités et d'y revenir chaque année pour y faire connaître ce que la Russie avait de meilleur au point de vue artistique. Il commença, je l'ai dit, par une exposition 2 siècles de peinture et de sculpture d'art russe. Et depuis, à chaque fois, il a rajouté. Il n'a plus fait d'exposition pendant longtemps, mais à partir du Triomphe, et le Triomphe, c'est le 18 mai 1909, lors de la répétition générale et le lendemain à la première de la 4e saison russe, il ne parlait pas des ballets russes, lui, il disait les saisons russes, parce que dans ces saisons, il y avait de la danse, de la musique, des concerts, enfin toutes sortes de manifestations. Alors la première manifestation, donc je répète le 18 mai 1909, le public du Châtelet comprit qu'il venait d'assister à une révolution. Qu'il puisse y avoir quelque chose de nouveau sous le soleil dans le domaine de l'art, nul n'y pensait lorsque parut, dans une splendeur subite, le phénomène des ballets russes, dit la princesse de Polignac. Il semblait que la création du monde ajoutait quelque chose au 7e jour. Je compris que je me trouvais devant le miracle, écrira-t-elle plus tard. Je voyais ce qui n'avait encore jamais existé. Depuis un demi-siècle, l'art chorégraphique avait cessé d'évoluer, dira Maurice Ravel. Les mêmes groupements, les mêmes pas, les mêmes attitudes que la romantique avaient inspiré, accompagné, tant bien que mal, les partitions dans le style s'éloignaient chaque jour davantage. Bientôt les artistes, littérateurs, décorateurs et musiciens devaient se désintéresser de ce pontife morose auquel seuls quelques virtuoses exceptionnels de plus en plus rares réussissaient encore à donner un peu d'éclat. Ce miracle dont parle la comtesse de Noailles était en effet à Paris une vraie révolution
dans l'art chorégraphique. Au début du XXe siècle, dans notre Académie nationale de musique et de danse, l'opéra bien sûr, le ballet végétait dans un conformisme vieillot. On n'en était plus, même plus à Marie Taglioni, qui était la danseuse romantique qui avait fait les bonheurs de la chorégraphie française, ni à Fanny Hessler ou à Carlotta Grisi, mais d'habiles techniciennes, avides de montrer leur virtuosité académique, les avaient remplacées devant un corps de ballet à peu près immobile. Le culte des maîtres du ballet était insignifiant. Les danseuses qui voulaient être soulevées par un pompier, il n'y avait plus, ou quelqu'un d'un peu fort pour pouvoir remuer la danseuse, il n'y avait plus de danseurs. Alors Diaghilev a mis à la mode des grands danseurs comme Nijinsky, qui a triomphé dès le premier jour, le 9 mai 1909, quand il est apparu sur la scène. Il a tout bousculé. Il est devenu célèbre d'une minute à l'autre. Alors, il a fait notamment un bond exceptionnel et qui a fait demander aux gens, mais comment fait-il? Alors, lui a répondu, eh bien, je saute, puis je m'arrête en l'air et je redescends. Alors, il le croyait, mais bon, Nijinsky, c'est un des génies dont le monde entier parle encore, mais le pauvre, il n'a pas dansé longtemps puisque il a perdu très vite sa tête. C'était de famille, hein. Son père n'était pas non plus très... Lui, le père, c'était plutôt les danseuses qu'il cherchait pour s'accompagner. Mais c'est son frère qui ne pouvait plus, ils sont devenus fous, et comme Nijinsky. Alors, tout le monde vous parle de Nijinsky comme le danseur qui a marqué le XXe siècle. On lui donne même le nom d'un danseur du XVIIIe que personne n'a vu danser, bien sûr, mais qui paraissait pour une célébrité. Alors, à l'opéra, le ballet n'était pas très intéressant, et il faisait surtout les beaux jours des vieux monsieur qui dansaient, qui avaient leur danseuse. Vous savez, on avait sa danseuse. Et c'est tout ce qui comptait. Pour ces messieurs riches à cheveux blancs, ils servaient tout simplement à entretenir de jeunes danseuses qui faisaient les beaux jours. Et bien, à partir du moment où Diaghilev a lancé le ballet comme une forme d'art total, eh bien, tout a changé. Diaghilev et ses saisons russes ont bouleversé le monde de la danse et redonné aux gens le goût de l'art chorégraphique pour lui-même, en renouvelant la formule, tout en restant fidèle à la vieille tradition française rapportée en 1738 par Jean-Baptiste Landé et Jules Perrault, Arthur Saint-Léon et Marius Petipa. Vous voyez, tous les grands chorégraphes russes étaient des chorégraphes français. Ce qu'il y avait aussi de particulier dans l'esthétique des ballets russes, c'était l'importance de laisser l'esthétique, et c'est surtout l'importance des décors. Le soir de la création, le public fut d'emblée saisi par la somptuosité des décors et des costumes. L'émotion qui nous étreignit lorsque le rideau se leva sur les premiers spectacles russes avait une acuité et une qualité qui ne nous a guère été donné d'approuver. Depuis, témoignera plus tard le peintre André Warnaud. La salle entière demeura dans une sorte de stupeur, et l'atmosphère du spectacle était créée parce que le rideau découvrait autant que la danse, avant que la danse commençât. Et de fait, le décor des ballets de Diaghilev inaugurait ce jour-là une nouvelle esthétique qui fut la caractéristique de ces ballets. À l'esthétique du pâle et du clair-obscur se substituait l'esthétique de la couleur franche et vive. Il donna toujours, Diaghilev bien sûr, une importance primordiale au décor, et ce qui lui fut parfois reproché. M. de Diaghilev a servi le danseur
à la dictature orgueilleuse du peintre du décor, lui reprochait André Levinson, qui est un grand critique de danse. Ce que Serge Pavlovitch de Diaghilev ne refusait pas, puisque lui-même contestait. Laissez donc faire les peintres, ils savent ce qu'ils veulent, c'est eux qui donnent la voix, même aux musiciens. Vous voyez, on n'est plus à l'esthétique de ces beaux. Oui, ils sont beaux, on peut les voir à la bibliothèque de l'Opéra. Les anciens ballets étaient de belles constructions. Dans une belle, est-ce qu'on peut dire de construction? Oui, parce que c'était quelquefois des états, des hauteurs, des portraits en comment dirais-je, en relief, etc. Rien à voir avec le ballet russe où tout est plat. Tout est plat, c'est des panneaux, même s'il y a des reliefs, hein, mais il n'y a plus de tous ces beaux arbres qui donnaient une perspective, etc. C'est vraiment une chose différente, et c'est pour ça qu'on parle de l'esthétique des ballets russes. Dans un entretien donné au Bloc-Noc parisien à la veille de la première des Scheherazade, Léon Bakst commente à son rôle, et celui de ses collègues dans la création des ballets russes, même s'il charge un peu le trait, comme nous le verrons. Le peintre est en Russie l'inspirateur plastique du ballet et du drame lyrique. C'est lui qui décide le style, les lignes picturales d'ensemble, la tonalité du décor et même l'esprit de la mise en scène. Quand j'ai à m'occuper des décors d'un ballet, je m'entends d'abord avec le maître de ballet qui m'apporte ses idées chorégraphiques, mais qui les subordonne à mes idées décoratives. On est loin du metteur en scène, là. Hein. J'envisage alors le décor absolument comme un fond qui doit donner l'ambiance et l'impression de l'œuvre. Les personnes habillées par moi, car c'est nous qui, en Russie, dessinons à la fois les décors et les costumes, sont traités comme les derniers coups de pinceau d'un tableau, et je réserve aux principaux personnages la note dominante de ma toile. Bon, on voit, c'est une démarche complètement différente de celle des anciens décors. Le peintre Alexandre Benoît, dont j'ai parlé, qui a réalisé parmi les plus beaux ballets avec Bakst, maintenant il est tombé dans le domaine public, tout le monde connaît, mais vous savez, c'est ce... est-ce que vous connaissez d'abord les décors de Bakst? Est-ce qu'à part un nom, ça vous dit quelque chose? Il y a l'opéra. Oui, l'opéra, bien entendu. Il y a eu une exposition récemment à l'opéra où on montrait la différence. Mais ce que je voudrais vous faire montrer, que vous compreniez, c'est que on est loin. Que les ballets russes, c'est une révolution. C'est une révolution picturale avant d'être une révolution dans la danse. Alors le peintre Alexandre Benoît faisait des peintures plus traditionnelles que Bakst. Bakst, c'était vraiment de l'orientalisme, mais ce sont les deux peintres qui ont marqué absolument la danse et les conséquences. Diaghilev aurait voulu faire de la danse une peinture vivante. C'est pour ça que quand il prenait un personnage, il ne s'occupait pas du relief, mais comme si c'était un tableau qui bougeait. Les gens ont toujours, comme faisait remarquer Romaric Béjart à propos de Diaghilev, qui voulait faire des tableaux, des choses vivantes, les gens sont toujours finalement ceux qu'ils sont au départ. Diaghilev a commencé à être un collectionneur de peintures et par organiser des expositions. Il a découvert ensuite l'opéra et le ballet. Il y a réussi, mais génialement, mais toute sa vie, il est resté un nostalgique de l'exposition de peinture. C'est pour ça que les ballets russes ont évolué depuis 1909 jusqu'à 1929. Mais le style n'était plus le même. Il y a eu des scandales dont vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler du Sacre du Printemps. Le Sacre du Printemps, qu'on a appelé le massacre du printemps, parce que les gens se battaient. Nijinsky, qui était un grand danseur classique, et il voulait faire classique, il avait trouvé dans sa tête que
pour faire une peinture de l'histoire païenne, il ne fallait pas faire des gestes qui emmènent vers l'extérieur, mais des choses qui renouvellent. Alors quand il y a eu la création du Sacre du Printemps, on s'est battu à coups de canne, à coups de poing, pour diluer le scandale. Diaghilev a bien compris que c'était un problème, mais il l'a laissé faire parce que chaque fois qu'il y a un problème, ça amène 10 fois plus de personnes. Quand il y avait eu le Sacre du Printemps, pas le Sacre du Printemps, le prélude à l'après-midi d'un faune, c'était là encore un scandale parce que il avait décidé, Nijinsky a eu l'idée de faire un paysage grec. Parce que vous savez que c'est quand même les textes, les thèmes, c'était l'Orient, c'était la Grèce, c'était des choses l'exotisme. Alors il fait ça, et il y a le directeur du casino qui est un peu bégueule, qui comprend pas pourquoi Nijinsky à la fin a un geste un peu érotique, et il a une écharpe et il se la met sous le sexe. Alors, oh là là, elle fait toute une histoire, ça fait un scandale, mais un scandale inimaginable. Résultat, au lieu d'interdire le spectacle, les gens vont demander, il y en a eu 3 fois plus qui ont permis, et maintenant vous voyez sur le prélude à l'après-midi d'un faune, ça vous paraît bien banal à côté de tout ce que l'on voit maintenant. Alors, ne reparlons plus des décors. Une chose est importante aussi dans les ballets russes, c'est le ballet dramatique et la fusion des arts. Une innovation des ballets russes de Diaghilev à Paris fut inspirée par Fokine, qui redonna au ballet sa fonction primordiale, celle du ballet antique. C'était d'authentiques œuvres dramatiques, comme on en faisait sous Louis XIV. Et d'ailleurs, le premier ballet qui a été fait, le ballet russe, a été fait dans des costumes qui étaient de style, disons, Louis XIV, avec des petits chapeaux, des choses comme ça. Mais c'était somptueux. Et malgré la somptuosité du ballet, ben justement, c'est ce côté un peu trop traditionnel qui l'a étouffé. On a préféré les Polossiens qui se battent, les choses exotiques, et ça a beaucoup plus marché. Et le ballet à la Louis XIV a disparu pratiquement tout de suite, et qui devait être somptueux, et moi je ne l'ai jamais vu, même pas une reconstitution, tandis que les autres, ça a fait un succès, et un succès qui fonctionne toujours. Les ballets russes de Diaghilev, pour certains, ils sont toujours repris tous les ans et dans le monde entier. Alors il y a quelques ballets qui n'ont pas, justement, comme ce ballet, le pavillon d'Armide, le pavillon, j'allais dire, dit de style Louis XIV, qui évoquait Versailles, qui évoquait un Versailles un peu vu à la russe, hein, quand même. Mais ça n'a pas fait l'enthousiasme, alors que d'autres ont marqué. Alors je vais parler, il y a eu d'abord des musiciens russes, hein, je l'ai dit, des écrivains russes. Il y a aussi eu très vite des Français. Dès la 2e année des ballets russes, Diaghilev a demandé à Fauré, qui n'a pas pu parce qu'il était en train de préparer un grand ballet pour les arènes de Béziers. Mais il y a eu Ravel, il y a eu Debussy, et alors ceux-là français. Mais eux, les danseurs anglais, les danseurs polonais, recevaient des noms russes pour pouvoir faire ballet russe, pour pouvoir ne pas trop déranger la critique. Alors, beaucoup de ballets se sont développés. Il y a eu une chose qui a changé de rythme, c'est la guerre. Hein. Jusqu'en 1914, il y a une unité dans le style. Vous avez des ballets exotiques, vous avez des ballets à musique impressionniste, symboliste,
Mais 1914, hein, c'est le coup de barre pour tout le monde. Et il n'y a plus de contrat pour Diaghilev. Il est obligé de demander de chercher des contrats. Il a du mal à refonder une équipe parce que son équipe, elle est exploitée par la guerre. Les Russes font partie de la guerre, donc il faut rentrer. Benoît, qui est en vacances à Biarritz, est obligé de rentrer à Saint-Pétersbourg. Il ne faut pas grand-chose, comme il est myope, on lui fera faire des panneaux pour mettre dans les gares. Mais bon, pour le premier année, Nijinski est coincé, il va falloir faire des chantages pour qu'on le libère parce qu'il passe par l'Allemagne et l'Allemagne contre la Russie. Donc il est prisonnier. Alors il y a tout un tas de problèmes, mais Diaghilev réussit quand même à faire un ballet et à recréer une équipe, et il l'a fait grâce au roi Alphonse XIII. Le roi Alphonse XIII est ravi, il récupère les ballets, et il récupère plus que les ballets parce qu'il récupère même une danseuse. Il y avait une danseuse du ballet russe qui plaisait beaucoup au roi Alphonse XIII. Ça a servi toute l'équipe parce que oh, mais n'ayez pas peur, c'est pas ça l'as, hein. C'est que le roi Alphonse XIII a voulu avoir comme ça la danseuse pendant un certain temps, et il leur a fait faire des concerts, ce qui a permis à l'équipe des ballets russes d'avoir de quoi vivre. Parce que quand il n'y a pas de clients, bah, il n'y a plus d'argent. Et alors Diaghilev, qu'on dit toujours très riche, qui avait toujours beaucoup de moyens, eh ben, il lui est arrivé de ne pas avoir de quoi faire ressembler ses chaussures. Mais parce qu'il tient une chose, c'est à faire vivre son équipe, sa troupe. Et quelquefois, il donnera même les derniers sous qui lui restent pour payer le médecin à une de ses danseuses. Bon, mais ça, c'est de la petite histoire. Et il y aurait beaucoup de choses à raconter qui expliquent la grande d'ailleurs. Alors donc, l'Espagne va être le lieu où les ballets russes vont résister pendant quelque temps. Pendant la guerre, bah, il va y avoir la Suisse qui va prendre le relais, mais c'est vraiment très difficile. À un moment, Diaghilev et sa troupe va se retrouver au Portugal, et c'est la guerre qui commence. Alors ils vont éviter de se faire tuer dans les rues de Lisbonne, mais ça n'apportera rien, et ils n'auront pas d'argent pour survivre. En plus, il y a une tuile qui arrive à Diaghilev. Monsieur Nijinski se marie. Alors il se marie avec une femme, une vraie femme, qui est amoureuse de lui, qui le détourne, qui ne se rend pas très compte. Il ne se rend pas très compte, hein, de ce qu'il fait, mais Diaghilev, lui, va s'en apercevoir. Alors il va finir par le virer. Et il le reprend, il le revire, mais la poupée est cassée. Alors après, il va changer d'autres... Bon, c'est un caractériel, hein, Diaghilev. Comment il s'appelle? Prokofiev, qui est un compositeur réputé, disait qu'il allait jusqu'à faire pleurer ses employés. Prokofiev sort un jour de son bureau, il était en larmes parce qu'on lui avait demandé de supprimer telle partie de sa partition. Et alors Diaghilev décidait tout. C'était le Deus ex machina. Oh, avec mes dents, j'ai pas réussi à le dire bien. Alors, ces ballets qui révolutionnèrent le paysage chorégraphique du XXe siècle, c'est la volonté de Diaghilev. Alors, on peut peut-être comprendre, j'ai parlé d'Alphonse XIII, et un jour, Alphonse XIII, à l'époque où Diaghilev et sa troupe étaient chez lui, le roi lui demande, mais monsieur de Diaghilev, je ne comprends pas, quel est votre rôle? Vous n'êtes ni chef d'orchestre, ni danseur, ni pianiste. Quel est votre rôle exactement? Eh bien, Diaghilev lui répond, Majesté, je suis comme vous, je ne travaille pas, je ne fais rien, mais je suis indispensable. Ainsi, sans moi, rien n'existe. On ne sait pas s'il y a eu une autre réponse d'Alphonse XIII, mais bon, déjà, une anecdote qui évoque sa vie. Quand tout à l'heure je vous ai parlé de sa belle-mère qui
qui l'élève, qui est une artiste, une grande artiste, la nièce de Tchaïkovski, et il lui dit un jour, mais elle lui demande qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, hein, c'est quand même normal. Et alors, il lui a 23 ans, eh bien, je me suis premièrement un charlatan, dit-elle, encore assez brillant. Deuxièmement, un grand charmeur. Troisièmement, je n'ai peur de personne. Quatrièmement, je suis un homme doué d'une grande logique et de fort peu de scrupules. Cinquièmement, je n'ai aucun talent véritable. Je ne crois néanmoins avoir trouvé ma vraie vocation, celle de mécène. J'ai tout ce qu'il me faut, sauf l'argent. Mais ça viendra. Effectivement, il va travailler avec des princesses, la princesse de Polignac, Coco Chanel, tout ça, qui vont lui aller apporter l'argent dont il a besoin. Il est constamment à la recherche d'argent. Ça ne l'empêche pas de vivre dans les grands hôtels, dont d'ailleurs il part quelquefois à la cloche de bois, mais on s'y attend. Alors on l'attend. On revient et il y a toujours une dame, une grande dame pour payer ses factures. Et un jour, par exemple, il a un grand projet, c'est de monter un ballet qui a raté, puisque je vous en ai parlé, c'est le Sacre du Printemps. Alors, Diaghilev a quand même compris qu'il valait mieux laisser cette chose étonnante, et puis, mais il dit, j'ai toujours les costumes, j'ai toujours la musique, j'aimerais bien faire une nouvelle version. Mais voilà, il manque une chose, l'argent. Et alors Coco Chanel lui donne l'argent pour payer les musiciens. Et il va dans un autre costume, dans d'autres costumes, dans un autre style, refaire ce ballet. Mais maintenant, le Sacre du Printemps, il y en a des dizaines et des dizaines de versions. C'est un des ballets les plus célèbres qui existent à l'heure actuelle. Ces ballets, ma foi, vont intéresser et vont faire beaucoup à la personnalité de Diaghilev, mais c'est oublier qu'il travaille toujours. Hein, il travaille toujours, il veut toujours faire quelque chose de nouveau, il recherche toujours quelque chose de nouveau, il fait travailler les gens et il apporte des choses nouvelles qui révolutionnent, qui paraissent révolutionner les choses, qui paraissent. Parce qu'en fait, ce n'est jamais révolutionnaire. Quand il fait quelque chose, il y a toujours quelque chose qui rattrape. Quand il laisse aller sur un ballet qui est scandaleux, ou apparemment, eh bien, il y a toujours quelque chose qui rattrape. Certains exégètes des ballets russes voudraient faire de Diaghilev un des représentants de l'avant-garde du XXe siècle. Le tout est de savoir ce que l'on entend par avant-garde. Car le mot a été, et continue de l'être, ressassé à toutes les sauces. Ses ennuis et ses détracteurs, et Dieu sait s'il en eut, l'ont beaucoup critiqué, estimant qu'il avait eu pour certains choix une influence néfaste, faisant parfois de lui un monstre de dépravation responsable de la corruption des goûts, des modes et des idées et de son temps, accélérant la décadence de l'art bourgeois. Alors Diaghilev est-il ou non un avant-gardiste? Oui, si l'on considère qu'être d'avant-garde, c'est d'être en avance sur son temps. Le sens officiel original d'avant-garde puisait alors une adaptation du sens militaire qui qualifiait de la sorte un groupe d'hommes destinés à se déplacer devant le gros de l'armée pour explorer le terrain afin d'éviter les embuscades et d'occuper les positions stratégiques comme les points hauts, les ponts, etc. Non, au regard de l'évolution du mouvement d'avant-garde. Dans le domaine culturel, le terme d'avant-garde est apparu au cours du XIXe siècle pour s'opposer à l'académisme. L'expression est donc souvent utilisée pour qualifier des artistes qui seraient des novateurs en avance sur leur époque, ou tout simplement
de leur époque. Les architectes qui inventèrent le gothique servaient donc en avant-gardistes vis-à-vis des architectes romans. Les peintres de la fin du Moyen-Âge qui inventèrent la peinture Renaissance seraient donc des avant-gardes. On conviendra que c'est stupide. On comprendra mieux cette stupidité quand on saura que l'idée d'avant-garde artistique est née dans les perturbations ailées du romantisme idéologique de la Révolution française et du romantisme individualisme, et passait surtout de l'idéologie des révolutionnaires en Russie. Selon les partisans de l'avant-garde, une œuvre d'art n'a de valeur que dans la mesure où elle rompt avec le passé, avec le modèle éternel du beau que le classicisme reconnaît dans ses valeurs équilibrées et le raffinement mesuré. C'est ce que Stravinsky, que nul ne pourrait accuser d'académisme, constatait en accusant les milieux dits d'avant-garde d'être toujours prêts à accueillir comme une nouvelle découverte tout ce qui diffère tant soit peu du déjà-vu. Renonçant à l'esthétique naturelle traditionnelle et même traditionnaliste pour l'avant-gardiste, tout peut devenir art si le praticien le décide et se croit artiste. L'artiste dit d'avant-garde étant libéré de tout stéréotype social ou esthétique, se libère de tous les attaches avec l'art du passé, les conventions, la nature. Certes, toute sa vie, Diaghilev mena une diatribe ardente contre la routine, et il faisait sienne cette devise de Michel-Ange qui parut dans son éditorial du premier numéro de Monde de l'Art: celui qui se borne à suivre un autre ne le dépassera jamais. Il avait donc une soif inextinguible de nouveauté, et de fait, il aimait découvrir et faire découvrir, et cela se poussait à d'incessantes recherches d'idées de collaborateurs. Oui, mais quand il faisait une œuvre d'avant-garde, il s'arrangeait toujours pour qu'elle soit tempérée par quelque chose de très traditionnaliste. Alors, on pourrait en parler longtemps. J'ai épuisé le temps qu'on m'a donné. Si vous voulez que je réponde à certaines questions, ce sera avec plaisir.